Allez, je vous propose de débuter lentement mais sûrement. Je vais appeler lentement mais sûrement le professeur Barouki à rejoindre le pupitre principal. Merci Robert Barouki de nous rejoindre et d'inaugurer ce premier après-midi des troisièmes rencontres Air et Santé. Nous allons voir avec vous avoir une vision d'avenir, une vision actuelle, mais systémique, sur l'impact sur la santé et sur le climat des pollutions atmosphériques, et voir aussi ce que l'on peut dire des expositions des populations en ville et à la campagne, cette fameuse ruralité. Professeur Barouki, the floor is yours. Merci beaucoup, merci pour Alatmo et à l'INERIS, et à l'Atmo local aussi de l'invitation. Donc je vais vous parler de pollution atmosphérique, d'exposome et de santé. En général, je parle beaucoup d'exposome. Donc là, c'est exposome à la mode, pollution atmosphérique. Donc on va essayer de faire ça. Est-ce que c'est moi qui... Oui, c'est moi qui avance. D'accord. Donc je pense que, pour commencer, je pense qu'on va connaître, on est en train de connaître une révolution dans le domaine scientifique qu'on va appeler la révolution exposomique, parce que ça ressemble quand même beaucoup à ce qui s'est passé il y a 20 ou 30 ans, où on a connu la révolution génomique. On a fait des choses extraordinaires en étudiant les génomes, et en particulier le génome humain, et beaucoup d'enfants malades de maladies génétiques, maintenant on en ressent les conséquences. On connaît une révolution, je dirais, exposomique actuellement, parce qu'il y a tous les ingrédients. D'abord, il y a une vraie demande, il y a une vraie pression sociétale. Il y a un intérêt qui devient de plus en plus important, y compris du milieu scientifique, et puis il y a les technologies qui sont là et qui sont prêtes pour qu'on puisse, parce qu'on ne peut pas faire de révolution sans technologie. Le génome sans séquençage de l'ADN, ça n'aurait pas été possible. Donc c'est dans ce cadre, et l'exposome, si vous voulez, j'y reviendrai un peu plus tard, l'exposome c'est le complément du génome. Pour expliquer notre état de bien-être et de maladie, il y a le génome qui est très important, mais il y a aussi toutes les expositions qui peuvent nous concerner, et ça c'est l'exposome. Alors depuis un certain nombre d'années, voire de décennies, il y a un certain nombre de concepts qui ont fleuri et qui... Voilà, on peut se perdre un tout petit peu. En fait, chacun de ces concepts, il y a One Health, une seule santé, qui est parti initialement de relations animal-homme, plutôt sur les zoonoses. Global Health, plutôt sur l'importance de la santé dans tous les continents au niveau mondial. Planetary Health, sur les limites planétaires. Et puis il y a l'exposome, sur l'ensemble des expositions qui peuvent nous influencer tout au long de notre vie. Chacun a une origine différente, mais en réalité, ils se sont, au cours du temps, finalement assez bien rapprochés. Et moi, je vais surtout parler tout à l'heure de l'exposome. Donc, quand on s'intéresse aux problématiques de l'environnement et de la santé, il y a plusieurs moyens de s'y intéresser. On peut s'intéresser de manière très focale, c'est-à-dire s'intéresser, par exemple, à des produits chimiques, à la qualité de l'air, ce qu'on fait aujourd'hui. On peut s'intéresser aussi de manière locale, c'est-à-dire le milieu urbain, le milieu rural, le milieu du travail, et donc voir qu'est-ce qui se passe dans un milieu relativement délimité. Et puis, on peut s'y intéresser, et beaucoup s'y intéressent, à un niveau très global, qui est donc, par exemple, le changement climatique, la perte de biodiversité et l'influence. Donc, il y a différents niveaux, mais en fait, qui sont très reliés, et le concept d'exposome va essayer de les... en fait, ils se rejoignent dans ce concept d'exposome. Donc, Christopher Wilde, donc directeur du Centre international de recherche sur le cancer, en 2005, a proposé ce concept. C'était énorme quand il disait c'est toutes les expositions qu'on peut connaître, chimiques, physiques, biologiques, psychosociales, et tout au long de notre vie. Donc, a priori, ça paraît beaucoup. Mais personne n'a dit qu'il faut tout faire en même temps. Donc, on peut y aller progressivement et progresser dans ce sens, avec ce but, en fait, d'intégrer différents types d'expositions et de penser que c'est important tout au long de notre vie. Et ça, c'est je dirais, le grand avantage de ce concept. Mais ensuite, on fait ce qu'on peut. Alors, j'ai dit, un concept, une révolution, ça marche quand on a les moyens technologiques de le faire avancer. Et il y a beaucoup de moyens qui se sont développés récemment et qui peuvent nous aider à mieux comprendre les expositions.
par exemple, il y a les satellites, la pollution de l'air, la luminosité, c'est quelque chose d'extrêmement important, les détecteurs qu'on peut mettre pour la pollution de l'air, à nouveau les particules, mais aussi le bruit, la poussière, certains produits chimiques. On peut mettre les capteurs sur soi aussi, et ça permet de suivre ceci de manière presque continue. Donc, il y a une révolution qui s'est faite à ce niveau-là. Il y a une révolution en mathématiques, en modélisation. Une fois qu'on a une idée de ce qui se passe autour de nous, il y a des moyens mathématiques de modélisation qui peuvent nous permettre, en tout cas, de deviner, de faire une bonne hypothèse sur ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, et puis de modéliser aussi la vie d'un individu qui, le matin, se lève chez lui avec la pollution intérieure, ensuite il sort dehors, c'est la pollution de l'air extérieur, il va dans le métro. Alors là, c'est d'autres types de particules, mais c'est quand même des particules. Il travaille dans une usine chimique, à nouveau exposition. Donc, on peut modéliser ça s'appelle Agent-Based Modeling. Et ça, c'est quelque chose aussi d'important dans nos domaines. Et puis, il y a toute la biologie et l'épidémiologie. Donc, le nombre de choses qu'on peut détecter de nos jours dans le sang, dans les urines, dans les cheveux, est extrêmement important, notamment grâce à ce qu'on appelle la spectrométrie de masse. Et donc, ça peut nous permettre de voir qu'est-ce qu'il y a dans notre corps et quels sont les impacts par des études, par exemple, épidémiologiques, mais aussi par des études toxicologiques. Je ne vais pas aller dans le détail, mais on fait des études sur des cellules. On a beaucoup de modélisation aussi possibles qui nous permettent de modéliser les voies biologiques de la toxicité. Et ça, c'est quelque chose qui se développe énormément dans notre milieu et qui s'applique à tout. Produits chimiques, pollution de l'air, stress sociaux, on peut l'appliquer à tout. Donc, de grandes avancées méthodologiques qui fait que ce concept devient quelque chose de réel. Là, cette diapo, vous avez sans doute déjà vu, mais en fait, c'est donc quels sont les déterminants les plus importants de la mortalité dans le monde. Donc ça vient de l'OMS. Et la pollution est en premier. Je dois dire qu'il y a 10 ans, je n'aurais pas dit ça. Et en fait, on voit de plus en plus que c'est bien ça, devant en tout cas le tabagisme. Bon, ce n'est pas une compétition qui est le premier, mais quand même, c'est important de dire que c'est un domaine fondamental et il faut s'y intéresser. Dans cette pollution totale, il y a principalement la pollution de l'air. Une des raisons, c'est qu'on sait détecter la pollution de l'air, en tout cas les composants principaux de la pollution de l'air. On ne détecte pas tout, loin de là, et on verra ça tout à l'heure, mais on détecte des particules, toute une série de substances, et ça depuis pas mal de temps, ce qui fait qu'on peut faire ces corrélations. Dans d'autres cas, on est exposé à beaucoup d'autres, par exemple, substances chimiques qu'on ne détecte pas vraiment, on ne sait pas très bien. Et donc là, on a l'impression que l'impact est plus faible, mais au fond, on ne sait pas. La plupart du temps, on ne sait pas. Donc il faut s'intéresser à cette pollution, et notamment à la pollution de l'air. Et moi, mon domaine, c'est l'impact sur la santé. Et c'est intéressant de voir les camemberts, là. Donc, on revient juste après déjeuner, donc les camemberts en haut et en bas, pour voir l'évolution, en fait. Au début, on pensait vraiment que l'essentiel, c'était la santé respiratoire, et ça reste quand même très important. Mais en fait, on se rend compte que la pollution de l'air a des impacts sanitaires beaucoup plus systémiques, beaucoup plus généraux. Il y a bien sûr le système cardiovasculaire qui est souvent associé au système respiratoire, il y a l'hypertension artérielle, il y a le risque d'AVC, tous les problèmes neurologiques, mais aussi la grossesse, le devenir de la grossesse, les accouchements prématurés. Tout ceci est associé d'une manière ou d'une autre à la pollution de l'air. Donc, la première leçon, c'est que c'est un effet systémique avec beaucoup d'impacts divers sur la santé. Et si on a beaucoup étudié certains impacts, on a relativement peu étudié d'autres impacts. Je n'ai pas cité le cancer, là je regarde Béatrice, mais ça viendra demain ou tout à l'heure. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'impacts, et sur ces impacts-là, on ne connaît pas le véritable rôle, enfin le poids en tout cas de la pollution. Donc, il y a encore des choses à découvrir. Et j'ai voulu prendre un cas qui m'a surpris, avec des articles qui ont été publiés assez récemment sur les maladies hépatiques, la stéatose, la fibrose jusqu'au cancer hépatique. Et là, il y a eu des études, cette étude a été faite en Chine, vous imaginez, sur des centaines de milliers de personnes, où assez clairement, je ne vais pas détailler le tableau, mais ça indique qu'il y a un effet de la pollution de l'air sur les pathologies hépatiques, et notamment donc, stéatose et fibrose. Mais que l'autre chose importante, et c'est là que c'est relié au problème d'exposome, c'est que si vous associez la pollution de l'air à, par exemple, de l'alcoolisme ou du tabagisme ou autre, là, vous avez des effets bien plus importants. Donc, c'est bien de travailler sur un aspect de la pollution de l'air, c'est mieux d'avoir une vision de toutes les expositions et de tous les comportements qu'une personne a pour voir vraiment le véritable impact sanitaire final.
Donc ça, l'article démontre ça, et je trouve que c'est assez important. Moi, je ne me soupçonnais pas que la pollution de l'air allait avoir un impact sur les pathologies hépatiques, et finalement, ça en a. Ça a aussi un impact sur les cancers hépatiques. Là, les résultats sont parfois plus variables selon les études, mais avec une méta-analyse, on se rend compte qu'il y a bien un impact sur le cancer hépatique, et donc autre conséquence d'ailleurs à plus long terme de ces maladies hépatiques. Ce qui fait que finalement les maladies hépatiques dans le foie, c'est un très très bel exemple de ce qu'on peut appeler l'exposome, l'impact sanitaire de l'exposome, parce qu'on savait depuis longtemps que les virus ont un rôle, bien sûr, les médicaments ont un rôle, le microbiote intestinal a un rôle, ça on le sait depuis moins longtemps, mais c'est important. Bien sûr, les aliments, ce qu'on mange a un rôle, et puis la pollution de l'air en plus. Donc, quand on veut s'intéresser à une pathologie, il faut avoir cette vision globale qui est celle de l'exposome, et la pollution de l'air joue un rôle important et sans doute primordial là-dedans. Un autre aspect que je voulais détailler, c'est la relation avec le changement climatique. Et là, du coup, le local, le focal et le global se rejoignent pratiquement, parce que ce changement très global, finalement, a des impacts locaux très importants, et notamment sur la qualité de l'air. Là, vous avez tout un article assez emblématique des effets du changement climatique sur la santé, et la qualité de l'air est au milieu, et est un élément majeur, par exemple l'ozone, mais il y a effectivement les aspects chimiques de la qualité de l'air, avec les couleurs changent en fonction des projecteurs, donc c'est intéressant. Mais, donc la qualité de l'air, elle dépend bien sûr des particules, de toute une série de polluants qu'on ne dose pas et qui sont là pourtant et qui peuvent impacter, et puis de l'ozone et d'autres gaz. Et un certain nombre d'entre eux sont aggravés par le changement climatique. L'ozone est un cas particulier, notable, mais c'est l'ensemble de ces stresseurs, en fait, finalement, donnent une qualité de l'air de moins bonne qualité. Tout à l'heure, on a parlé de pouvoir oxydant des particules, et ça, c'est un véritable sujet, mais que ce soit l'ozone ou beaucoup d'autres polluants atmosphériques ont un impact sur l'état de stress oxydant, notamment au niveau pulmonaire. Donc tous ces différents facteurs viennent se rejoindre et donner... je ne sais pas si c'est additif ou synergique, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, ça s'additionne au niveau du poumon. Il y a un autre aspect qu'on n'a peut-être pas beaucoup décrit, mais c'est tout l'impact sur ce qui est biologique, notamment concernant les allergies, les pollens. Ça, on sait qu'il y aura une augmentation, en tout cas une fragmentation des pollens et un effet plus grave sur les allergies, mais s'il y a dans certains endroits des inondations, vous allez avoir des moisissures, vous allez avoir des contaminants qui vont aussi aggraver l'allergie. Donc c'est la conjonction de ces différents stresseurs qui va entraîner une augmentation de ces pathologies-là. Donc si on revient on a parlé de villes tout à l'heure, on en parlera encore, et donc les villes, on commence par des schémas d'urbanisme, et puis ensuite il y a les comportements des uns et des autres, et puis il y a les médiateurs. L'air est un médiateur, l'eau est un médiateur, il y a tous les médias. Et tout ceci conduit à des problèmes pathologiques pour finir par entraîner des problèmes de santé. Et c'est véritablement l'interaction entre ces différents facteurs qui va conditionner l'état de santé final des populations. Un autre mot, on a aussi parlé des inégalités sociales et du fait que la pollution de l'air va peut-être affecter plus fréquemment des personnes qui sont en situation défavorisée en termes socio-économiques. Ça, c'est vrai. C'est pas ce que je montre ici, mais il y a autre chose aussi, c'est qu'à pollution égale, les personnes qui sont dans une situation socio-économique défavorisée ont un impact sanitaire plus important. Alors, pour des tas de raisons sans doute, parce que l'alimentation aussi n'est pas bonne, etc. Mais il faut avoir cette vision globale. Donc, c'est pas qu'ils sont plus exposés, mais c'est en plus qu'à exposition égale, ils ont un impact sanitaire plus important. Donc, les aspects sociaux rentrent parfaitement en jeu. Donc, quelques petites conclusions sur ce concept d'exposome, donc, qui est né il y a quelques mois, j'aurais dit il y a 18 ans, donc qu'il a atteint sa majorité. Donc, 18 ans. Bon, ceux qui ont des enfants qui ont 18 ans savent que ce n'est pas vraiment la majorité, mais bon. En tout cas, il est prêt, ce concept, pour qu'on puisse maintenant en faire quelque chose, et en faire quelque chose en termes à la fois d'amélioration des connaissances, bien sûr, c'est quand même notre but de chercheurs, mais aussi de l'utilisation de ce concept en termes de prévention. Et donc, beaucoup de développements méthodologiques ont accompagné le développement de ce concept. Tous les capteurs, là, ça se développe à une vitesse
incroyables, ces notions de capteurs. La modélisation mathématique, je l'ai cité et j'insiste à nouveau qu'il faut intégrer tout ça. Le fait d'intégrer aussi différents facteurs, des facteurs chimiques, des facteurs sociaux et des facteurs psychologiques, d'essayer de faire des études intégrant l'ensemble de ces facteurs. Ce n'est pas quelque chose de commun, et pourtant c'est quelque chose qu'il est important de faire, et dans le cadre de la pollution de l'air, c'est tout à fait fondamental. Ça va changer notre manière de faire de l'éducation, que ce soit de l'éducation des tout petits, hein, parce qu'il faut qu'ils soient conscients quand même des problèmes, pas anxieux, mais conscients, enfin un peu anxieux, mais conscients quand même. Et puis des professionnels de santé, par exemple, et là, ça s'est pas mal amélioré ces derniers temps. Je pense que peut-être qu'on en parlera tout à l'heure avec Pierre. Dernier point, il y a des aspects, des implications en termes de santé publique. Bien sûr, la réglementation. Penser exposome, c'est penser des expositions multiples et donc des effets cocktails dont on parle et qui ne sont toujours pas pris en compte dans la réglementation. L'air, les polluants de l'air, c'est un effet cocktail à lui tout seul et qu'on n'étudie pas en tant que tel. Au fond, on reste particules, NO2, etc. Donc c'est bien de voir une vision encore plus générale. Pensez aussi, dans le cadre de ce concept, à la vulnérabilité, notamment ça, on le sait maintenant des premières années de la vie, du période fœtale et des premières années de la vie, c'est tout à fait fondamental et c'est quelque chose qui nous impacte tout au long de la vie. Et puis ensuite, voilà, les impacts en termes de communication, de santé publique. Je pense qu'on peut aboutir à quelque chose, grâce à ces études, grâce à ces méthodologies, on peut aboutir à quelque chose qui est beaucoup plus précis qu'avant, ce qu'on appellera la prévention de précision, comme on parle de médecine de précision, mais dans la définition initiale de la médecine de précision, il y avait la prévention. Il n'y avait pas que la thérapeutique, mais on a un peu oublié la prévention au cours du temps. Merci beaucoup. Merci, professeur Barouki. Alejandro Colsa Pérez, vous êtes chargé à la direction générale de l'agglomération londonienne, de la qualité de l'air, si possible, la meilleure possible. Et vous allez nous présenter les grandes mesures qu'a prises la capitale du Royaume-Uni pour tenter de maîtriser cette qualité de l'air. Thank you, Atmo, for inviting me to speak today. My name is Alejandro Colsa, and I am the Head of Air Quality at the Greater London Authority. Je m'occupe effectivement de la qualité de l'air pour la grande agglo londonienne. Donc chez nous, nos employés sont effectivement tous engagés à suivre les encouragements du maire à contrôler la pollution de l'air et la ville, qui est là où nous habitons tous dans notre grande majorité, et où nous savons que les villes vont en plus exploser d'ici quelques années et la population va exploser plus exactement. Donc ce sont des endroits où la pollution de l'air est plus importante parce que les villes accumulent la plus grande activité économique associée au réseau de transport, etc. Mais c'est aussi là où on trouve les plus grandes inégalités dans notre société et très souvent nos citoyens sont justement dans les toutes premières lignes des impacts dus à la pollution. Mais nous avons aussi une société civile qui est très forte, qui est très innovante et qui peut apporter du changement. Et je pense vraiment que les villes sont vraiment parmi les éléments clés qui vont nous permettre d'aborder les changements à accomplir pour s'occuper de qualité de l'air. Donc dans cette présentation, je voudrais souligner le rôle clé que jouent les grandes villes dans le cadre de l'air et de l'air toxique. Et donc, je vais vous parler de notre action et de la ville de Londres, la ville où je suis, et comment, en fait, un leadership local peut apporter une différence. Donc, nous avons vu pas mal de changements depuis 2016 à Londres. Et à mon avis, ça a permis justement que ce leadership local ait pu avoir cet impact. Alors, parmi nos politiques, nous avons créé des zones, des ZFE, en fait, à très faible émission, en fait, ultra faible même, et nous verrons un peu l'impact, mais aussi les difficultés de ce type de zone. Alors, comme on l'a dit déjà, ça a été, je crois, déjà signalé par Maria, Londres connaît la pollution depuis très longtemps et a toujours essayé de s'en occuper.
Alors, nous n'avons plus les fameux épisodes de smog que nous avions dans les années 50, qui étaient dus à la pollution industrielle de notre centre-ville. Et aujourd'hui, notre maire, Sadiq Khan, lorsqu'il a été élu en 2016, il a fait de ses priorités justement la qualité de l'air à Londres et il nous a demandé d'intégrer cette préoccupation dans toutes nos activités et politiques. Donc il a voulu tenter de comprendre l'ampleur du problème et pour cela, il a compris qu'il fallait absolument prendre des mesures très urgentes. Alors, des commissions d'analyse ont été faites au King's College de Londres pour comprendre comment les changements peuvent apparaître. On voit ici à gauche du graphique, par exemple, au niveau du dioxyde d'azote, que très peu de choses étaient accomplies dans les années disons, dans la deuxième moitié du XXe siècle, mais petit à petit, il a été compris que le coût de cette pollution était aussi génératrice de décès très prématurés. Donc aujourd'hui, il y a quand même des dizaines de milliers de Londoniens qui vivent avec l'asthme, ce qui pose de gros problèmes de santé publique. Et nos commissaires également ont compris que 7% de toutes les hospitalisations pour asthme chez les enfants de Londres étaient exacerbées en raison de la pollution de l'air. Alors pour comprendre le coût économique de ces facteurs, notre commission a continué ses études et a ciblé le système de santé pour comprendre le coût réel de l'impact de cette pollution, et ça se chiffrait bien sûr en millions de livres. Donc à partir de là, le maire de Londres a vraiment eu la conviction qu'il fallait s'occuper de la qualité de l'air et pour cela qu'il fallait tout un paquet de mesures, un package de mesures et que les impacts pourraient se voir. Et effectivement, nous avons vu depuis 2016 une véritable réduction du dioxyde d'azote, sans oublier les particules de 5 qui ont fortement chuté. Donc à partir de là, nous avions demandé aussi en 2016 au King's College de savoir combien de temps il faudra à Londres pour arriver à rentrer dans les normes établies. Et il nous a été répondu qu'il faudrait 193 ans. Donc nous avons réduit maintenant ce chiffre à 5 ans à peine grâce aux mesures entreprises. Alors toutes ces évaluations, ou dirons-nous plutôt, comment ça s'est fait effectivement, nous avons différents éléments. Ici, j'ai représenté les 3 piliers qui sont très importants pour permettre aux villes d'avoir des actions véritablement impactantes. La première, c'est que les villes doivent comprendre le pouvoir qu'elles ont pour justement aborder cette crise. À Londres, par exemple, le maire a lui-même beaucoup de pouvoir au niveau, par exemple, des transports, ce qui est la grosse source d'émissions de particules à Londres. Et donc, nous avons revu et parfois rejeter certaines demandes si on estime que ça ne va pas correspondre à nos objectifs. Donc, par exemple, on peut diriger tous les plans qui nous sont proposés pour essayer de les faire entrer dans des normes plus acceptables. Alors, bien évidemment, c'est très ambitieux tout ça, et ça signifie aussi qu'il faut voir sur du long terme pour que ça soit pertinent et que l'on puisse comprendre qu'il y a quand même une réponse à apporter aux citoyens. Alors très souvent, toutes les politiques environnementales ont dû être intégrées pour arriver à essayer d'atteindre l'objectif fixé pour 2050, mais tout ceci donc s'applique à toutes les zones comme le logement, les secteurs, je veux dire, comme le logement, le transport, etc. Alors c'est très ambitieux certainement, mais c'est aussi faisable. Donc c'est la première fois que nous avions envisagé pouvoir arriver à rentrer dans ces normes d'ici 2025. Et donc aujourd'hui, on est même en train de viser les normes OMS pour 2030. Et ensuite,
il faut que ça ait du sens pour les citoyens et que les politiciens veillent à ce que l'impact ne soit pas trop négatif pour les citoyens. Et puis pour terminer, en troisième pilier, il faut également maximiser tous les partenariats qu'on peut avoir, c'est-à-dire il faut pour cela avoir les preuves les plus solides pour arriver à créer des réseaux à la fois nationaux et internationaux. Et pour cela, il nous faut aussi donc des acteurs qui soient véritablement engagés et solides. Et enfin, au niveau des maires, il faut que nous travaillions avec les gens et pas contre les gens. Donc il faut au contraire donner du pouvoir aux communautés, c'est essentiel. Mais tout ça, ça reste très théorique. En pratique, comment ça se passe sur le terrain? Eh bien, là, je vais vous amener très rapidement sur une de nos grandes politiques. Vous la connaissez peut-être, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous parler de ce qu'on appelle le ULEZ à Londres, c'est-à-dire la zone à très, très, très faible émission qui recourt à certains districts de Londres et qui, effectivement, permet à 9 millions de nos citoyens de respirer un air plus pur. Donc, désormais, pour pouvoir conduire un véhicule au centre, il faut payer une taxe, et ce qui réduit le trafic. Et ça marche donc 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc, comme on le voit sur cette carte, c'est quelque chose qui n'est pas fait, évidemment, du jour au lendemain. C'est quelque chose qui a démarré progressivement en 2017 avec ce qu'on a commencé par appeler la carte de la toxicité, où on était sur une zone plus réduite et où il y avait effectivement une taxe en fonction des émissions, ce qui a permis d'introduire ensuite en 2019 ces zones à très faible émission, dans un premier cercle tout d'abord, et puis ensuite dans un deuxième cercle, et ensuite on a continué encore en agissant sur la totalité de cette zone géographique. La mise en œuvre de ces zones a été très difficile en raison de l'échelle. Donc on a eu des problèmes logistiques pour déjà installer toutes les infrastructures dans la ville, avec des caméras, des systèmes de visibilité. Donc, il a fallu faire de la communication pour que les gens soient parfaitement informés. Et puis, il y a aussi eu, évidemment, beaucoup de pression de la part des opposants, alors que d'autres voulaient aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, alors que certains souhaitaient voir tout annuler parce qu'il y a eu la pandémie, parce qu'il y a eu l'augmentation du coût de la vie, etc. Donc on a pris de nombreuses mesures pour tenter de surmonter ces difficultés. Alors tout d'abord, on a focalisé nos programmes de recherche pour comprendre l'intérêt de ces actions et surtout pour prendre en compte l'aspect sanitaire. Donc on a travaillé sur une campagne de marketing qui était multicanal, si je peux dire, de façon à ce que tout le monde comprenne l'intérêt de ces changements. Et puis on a aussi un engagement fort de la communauté et des partenaires pour faire en sorte que non seulement les citoyens soient également conscients, mais que aussi nous ayons des influenceurs dans toutes les communautés. Ce n'était pas juste nous, en tant que politiciens, qui disions il faut faire ça, mais il fallait avoir le support de certains partenaires. Et puis aussi, nous avons dû aider les conducteurs qui, évidemment, ont vu un impact négatif sur leurs habitudes. Donc, on a pu ainsi investir dans le transport public, mais aussi dans les zones piétonnes, les zones cyclables, etc. Et nous avons effectivement investi des millions d'euros pour essayer d'éliminer les véhicules les plus polluants de nos routes. Et on a mis au rebut la plupart des véhicules les plus polluants pour réduire ainsi au maximum les émissions. Alors, quel a été le résultat de cette politique? Je peux résumer ici. Ça a été à la fois rapide et très significatif. Donc, à partir de 2017, où on a installé les premières cartes de toxicité jusqu'à octobre 2022, où on a donc étendu la zone élargie, on a vu que les chiffres ont chuté. Et c'est très important quand on raconte cette histoire aux Londoniens, c'est-à-dire qu'on compare ce qui s'est
passé avec ce qui se passait avant, mais aussi on peut comparer avec ce qui se serait passé si on n'avait rien fait. Et donc on voit ici effectivement comment les choses se sont modifiées dans la ville. Et ce n'est pas juste une question de réduction de pollution, nous avons aussi réduit un certain nombre de coûts liés par exemple aux bouchons et au retrait de permis aussi. Alors, le succès de ces ULEZ, de ces zones, de ces ZFE ne se voit pas de façon isolée. Il faut le voir dans le cadre d'une meilleure qualité de l'air. Donc, on a lancé un système qui s'appelle Breathe London avec des capteurs d'air qui permettent de donner des informations aux citoyens pour que les gens comprennent exactement ce qui se passe au niveau de la pollution à leur porte. Et pour améliorer tout ceci, nous avons également investi sur des flottes d'autobus à énergie propre. Nous avons également 50% de nos taxis qui sont également à zéro émission parce qu'on a mis en place un système de licences à renouveler différents. Et nous avons aussi soutenu ce réseau qui est certainement le plus resserré, je dirais, de capteurs dans la ville. Et le maire également a lancé la révolution du véhicule électrique avec 18 000 points de recharge dans toute la ville, ce qui est un tiers de l'ensemble du pays. Donc vous voyez ici une carte qui vous montre tous les changements qui peuvent être induits par un leadership comme le nôtre. Donc nous avons la situation en 2016 avec une pollution terrible au dioxyde sur l'ensemble de la ville. Et à droite, vous avez maintenant notre prévision pour 2025 où nous serons en dessous de 45 microgrammes par mètre cube. Et puis, vous pouvez voir donc sur la carte à droite qu'il n'y a rien de vert, parce que pour nous, le vert, c'est l'OMS. Et nous ne serons heureux que quand nous serons arrivés à rentrer dans les normes OMS. Et pour cela, nous développons de nouvelles interventions pour comprendre comment aller plus loin pour rentrer dans les cadres de l'OMS et comment on peut être à zéro dans dans nos politiques pour 2030. Et donc pour cela, il y a encore plus de recherche qui est faite et qui est financée pour comprendre l'impact de nos politiques passées, pour continuer et aller plus loin au bénéfice de nos citoyens. Et je crois que je terminerai ainsi pour résumer. J'espère que cette présentation vous a aidé à comprendre que vous pouvez avoir un leadership qui vient de la ville elle-même. Et ça peut vraiment faire toute la différence. Entre 2016 et aujourd'hui, on a vraiment mis toutes nos ambitions et toutes nos énergies dans ce programme pour faire une différence. Et on l'a fait. Et on voit surtout les intérêts au niveau sanitaire, puisqu'on a vu une réduction du nombre de cas d'asthme hospitalisés pour cause de pollution de l'air, qui sont le résultat direct de la politique qui a été mise en place. Tout ça pour dire et pour répéter que les villes sont vraiment des environnements extraordinaires pour réaliser des économies d'échelle et pour modifier les comportements. Et plus localement, ce sont des actions qui peuvent se reproduire dans différentes villes et dans différentes régions du monde. Et à Londres, nous continuons toujours pour faire en sorte que le financement puisse être là, à la mesure de nos ambitions et pour que les résultats donc se concrétisent. Merci beaucoup. Après Londres, Paris, nous allons voir quels sont les résultats des politiques de baisse des émissions dans la capitale de la France, capitale qui a lancé il y a quelques jours un référendum pour ou contre le SUV avec un grand succès. Romain Bastiste, vous êtes à la direction de la transition écologique et du climat. Vous êtes adjoint à la responsable du département de la qualité de l'air de la ville de Paris et vous avez le pupitre. Merci. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à excuser Monsieur Lerth qui est élu à la maire et son cabinet qui sont en plein conseil municipal qui était prévu pour venir aujourd'hui. Alors donc je vais vous parler des actions publiques mises en place par la ville de Paris pour lutter contre la pollution, donc avec les impacts sur la santé et avec le changement climatique.
Tout d'abord, donc, un point sur la pollution de l'air à Paris et en Ile-de-France, son état, son évolution et le bilan sanitaire. Ensuite, une classification des politiques de décarbonation, donc avec un aperçu des co-bénéfices et des effets contre-productifs pour la qualité de l'air et du climat. Et ensuite, un point sur les actions publiques mises en place sur Paris. Alors tout d'abord, comme on peut le voir, donc la qualité de l'air sur l'Île-de-France s'est améliorée depuis 2007, donc avec une baisse, là on voit Paris, mais avec une baisse donc, du nombre de populations exposées à des valeurs supérieures aux valeurs réglementaires de NO2, donc qui passe de 3,5 millions à 4 000 personnes donc, entre 2007 et 2022. Pour les PM10, on passe de 5,4 millions franciliens à aucun francilien en 2022 pour les expositions à un seuil au-dessus de la valeur réglementaire. Et pour information, voici donc le bilan des concentrations sur l'année 2022, donc avec les jours de dépassement du seuil réglementaire. Donc, toutes ces images donc, proviennent de Air Paris, qui est l'ATMO donc en charge de l'Île-de-France. Un point rapide, mais ça a déjà été présenté par le professeur Barouki, donc toutes les implications sanitaires que peuvent avoir les polluants atmosphériques, donc qu'ils soient gazeux, donc comme le NO2 ou l'ozone, ou particulières comme les PM10, PM2,5 et les ultrafines. Donc voilà, plus c'est petit, plus ça s'immisce dans le corps, avec notamment la barrière du système sanguin. Donc au niveau des expositions, en 2022, donc on est à 40 000 franciliens encore exposés à des valeurs supplémentaires, des valeurs réglementaires, des concentrations, pardon. Et sur Paris, on est à 10 000 personnes. Considérant donc le nombre de décès dus à la pollution atmosphérique, en 2019, on est à 6 200 franciliens, 220 pardon, et 1 500 parisiens par an. Et ce qui équivaut à un coût sanitaire par habitant et par an de 1 602 € quand on ramène avec toutes les implications que les maladies engendrées par la pollution peuvent donner. Ensuite, donc, une présentation des politiques avec, heureusement, la majeure partie des politiques pour réduire la pollution de l'air vont dans le sens de la réduction du climat. Donc on peut voir notamment tout ce qui concerne la réduction du chauffage par pétrole, de combustion de pétrole, pardon, de gaz, de charbon, l'utilisation de l'hydrogène. Tout cela va dans le même sens. Il y a quelques politiques qui peuvent être contre-productives pour le climat, mais bénéfiques à la qualité de l'air. Ce sont notamment les politiques des pollutions et des baisses des émissions au niveau des industries, qui peuvent demander beaucoup d'énergie et donc de consommation d'énergie et de production de CO2 pour un gain pour la qualité de l'air. En contrepartie, il y a plusieurs actions qui peuvent avoir un effet donc, négatif sur la qualité de l'air, bien qu'elles soient plutôt positives pour le climat, notamment le chauffage au bois, qui est la principale source d'émissions de particules dans plusieurs régions, mais notamment à Paris. On n'est pas loin des 50% sur Paris et sur l'Île-de-France, en moyenne annuelle. Ensuite... L'évolution du PCAET au niveau des actions publiques mises en place. Donc, le nouveau PCAET a été voté en fin d'année dernière, donc au début de cette année, pardon. Il courra jusqu'en 2030. Donc, l'ancien prévoyait un respect des valeurs actuelles des européennes donc en 2024, l'arrêt du diesel en 2024 et du thermique en 2030, et le respect des recommandations OMS, celle de 2005, en 2030. Donc, le nouveau PCAET prend en compte donc, les prochaines valeurs limites actuelles, dans les actuelles, pour un respect en 2025, le respect des futures valeurs européennes donc, projetées en 2030, et l'ambition en 2035 de respecter les recommandations OMS de 2021. Quelques actions donc, publiques mises en place sur Paris donc, pour réduire la pollution. Donc, notamment pour tout ce qui est pollution due au trafic routier. Donc l'action la plus connue qui est la ZFE Mobilité, donc, qui est la responsabilité de la métropole du Grand Paris, mais mise en place dans les 77 communes qui équivalent à 5,6 millions d'habitants
mise en place par des arrêtés municipaux. Donc il y a cette action où on vise principalement à renouveler le parc technologique, mais pas à diminuer le nombre de véhicules. Pour autant, les 2 premières étapes, donc, qui furent l'interdiction de la critère 5 et de la critère 4, donc soit 3% en nombre de véhicules effectifs sur le périmètre, ont équivalu à 50 000 Parisiens plus exposés à des concentrations supérieures aux valeurs limites. Ensuite, il y a eu les réductions des vitesses maximales autorisées. Donc, sur Paris intramuros, donc en 2021, avec un passage de 50 km/h à 30 km/h. Même si quelques axes étaient déjà, 60% des axes étaient limités à 30 km/h, on peut voir une diminution du nombre de véhicules donc, en rouge et de leur vitesse en bleu, donc environ de 3-4% par an. Sur le boulevard périphérique, donc, qui est depuis à peu près bientôt 10 ans, donc la réduction des 80 km/h à 70 km/h, donc avec une baisse notée de la vitesse et une fluctuation un peu du nombre de véhicules. Tout ça pour une réduction donc, d'émissions de concentration des NO2 d'environ 22% donc, sur les 2 stations de mesure équipées par Air Paris le long du boulevard périphérique entre 2013 et 2019, donc entre la baisse de 80 à 70 et le début de la Covid. Et entre 2012 et 2022, sur 10 ans, donc une baisse d'environ 30%, 27% des concentrations de NO2. Du trafic, qui a entraîné 45% de réduction de NO2 sur la proximité et 40% en fond. Donc au niveau sanitaire, réduction des risques, des maladies dues au NO2 et aussi réduction du nombre d'accidents et de leur gravité avec la réduction de la vitesse. Réduction du bruit aussi avec la réduction de la vitesse. Au niveau des actions aussi, il y a la zone à trafic limité, donc qui est programmée pour fin d'année, voire début d'année 2025, donc qui consiste à réduire la circulation motorisée au centre de Paris, donc éviter la circulation de transfert, donc qui vise à améliorer la sécurité routière, diminuer l'accidentologie, améliorer le cadre de vie, mais aussi à réduire la pollution de l'air et bruit localement, et à rééquilibrer aussi l'espace public pour faciliter et fluidifier les déplacements piétons et cyclistes. L'étude d'impact est en cours et voilà, ça sera déployé fin d'année, voire début 2025. La transformation du boulevard périphérique aussi, qui est notamment prévue pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, donc avec le passage à la vitesse autorisée à 50 km/h et la création d'une voie réservée pour le covoiturage. Donc tout d'abord au niveau du nord de Paris, donc des portes c'est au-dessus de la Seine, en fait, rive droite de la Seine, et ensuite rattrapé donc début mi-2025 par la rive gauche. Donc le but est de permettre uniquement l'utilisation de véhicules avec de moins 2 personnes sur cette voie, soit réduire le nombre de véhicules, diminuer la vitesse, donc on aura aussi moins de consommation, et cela impacte donc directement les nuisances sonores et air de 500 000 riverains du périphérique. Les actions prennent en compte aussi ce qu'on appelle le projet rue aux écoles. Donc c'est le fait d'interdire ou de diminuer drastiquement la circulation automobile au droit des écoles. Donc bien entendu, selon les possibilités. Donc le mieux, c'est de réussir à fermer et de végétaliser. Si on ne peut pas, on arrive à mettre des aménagements pour ralentir la vitesse de circulation, ce qui a donc pour effet de diminuer l'accidentologie, diminuer les pots d'échappement à hauteur des enfants, qui sont parmi les populations les plus vulnérables à la pollution atmosphérique. On est à plus de 120 rues équipées, donc avec un objectif de 230, et qui peut s'alimenter en fait en fonction des études de faisabilité, en fonction de ce qui est possible au niveau de l'aménagement du territoire. Également l'augmentation du nombre d'aménagements cyclables, donc avec une évolution constante du nombre en haut à droite, le nombre de véhicules, de vélos donc par site et par jour en moyenne. Donc on passe environ de 400 à 1000, je ne sais plus de 1000 par site en 2022. Et en bas, on a l'augmentation du linéaire de pistes cyclables,
donc d'aménagement cyclable. En fait, c'est ce qui explique le saut en 2019. C'est qu'au début, seules les pistes cyclables étaient prises, mais ensuite, tous les aménagements cyclables ont été incorporés donc, à ce bilan. Notamment, quand on dit autres aménagements cyclables, ce sont aussi les bandes cyclables. Donc, ça dépend en fait en fonction de la séparation, si elles sont avec un terre-plein, un mini-terre-plein ou une séparation. Donc, voilà, c'est pris en compte de tous les espaces réservés uniquement au vélo. Et enfin, sur des politiques plus de sensibilisation, il y a un dispositif donc, de sensibilisation auprès des enfants et des citoyens parisiens qui a été déployé depuis maintenant 1 an et demi, donc qui a été voté au budget participatif parisien 2019 par 25 000 Parisiens, qui est en partenariat avec Bloomberg Philanthropies, Air Paris, Les Petits Débrouillards, qui est l'association de médiation scientifique qui s'occupe d'animer les ateliers. Également l'Académie du climat, qui est une émergence de la ville de Paris, qui touche toutes les problématiques concernant la transition écologique. L'UNICEF aussi, parce du coup, on profite pour sensibiliser les enfants à leurs droits. L'objectif est donc de sensibiliser à la qualité de l'air l'intégralité, enfin le plus possible de Parisiens. Et cela concerne donc les enfants allant du CE2 jusqu'à la 4e, donc avec un objectif de 100 classes sur ces 2 années. On en est maintenant environ à 70 inscrits, donc il nous reste la moitié de l'année pour faire 30 classes. Et il y a des prêts de capteurs au niveau des collégiens. Au niveau des primaires, on prête les capteurs uniquement aux professeurs parce qu'ils sont un peu trop jeunes pour les utiliser, mais avec le concours d'Air Paris, on utilise des cartes de pollution. Et cela permet dans un premier temps de familiariser les enfants à la réalité physique de l'air. Ensuite, on les emmène donc, du côté de la pollution pour leur expliquer comment cela fonctionne, ce qu'ils peuvent faire à leur échelle pour éviter. Et ça se finit en général par un projet éducatif pédagogique où les enfants peuvent faire des posters pour ensuite communiquer avec les autres enfants de leur classe, parce que sur plus de 400 écoles, même je pense que je suis bien au-dessus de l'effectif total, on ne peut pas intervenir auprès de tous les écoliers et tous les collégiens. Et il y a aussi également des actions de rue qui sont sur la ronde de stand, comme on peut le voir en bas. Donc là, on est devant une école qui fait partie du dispositif rue aux écoles, donc qui est fermée. On ne voit pas trop, mais il n'y a pas de véhicule. Et l'idée, c'est de pouvoir faire une formation de 20 minutes à qui veut passer devant, et ça a intéressé quelques instants. Merci Romain Bastis. Avez-vous fait une évaluation du gain en qualité de l'air si tous les SUV qui circulent à Paris disparaissaient ? Pas actuellement. Pas encore. Pas encore assez de recul. Je vous propose maintenant de nous intéresser aux effets sanitaires de l'exposition à long terme de polluants atmosphériques avec Emeline Lecky, chercheuse à l'INSERM, qui est venue à pied ce matin. Et qui a notamment suivi les cohortes Gazelle et Constance. Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à présenter à ces rencontres internationales Air et Santé. Alors, je vais essayer de dompter ce petit bonhomme. Donc, moi, je suis ici pour vous présenter dans la cohorte Constance et un peu dans la cohorte Gazelle, que je vais vous présenter les associations qu'on peut trouver entre l'exposition à la pollution de l'air à long terme, probablement décennale, et quelques outcomes de santé importants en termes de santé publique. Donc, voilà. Alors, la cohorte Constance, c'est une infrastructure de recherche ouverte donc aux chercheurs et équipes de recherche nationaux, mais également internationaux. Ce n'est pas qu'une cohorte. Et je vais vous présenter donc les cohortes Constance et Gazelle tout de suite. Alors, Gazelle est une cohorte un petit peu plus âgée que Constance, car elle a débuté en 1989 en incluant 20 000 participants au sein d'EDF-GDF, d'où son nom Gazelle, qui étaient âgés de 35 à 50 ans à l'inclusion. Constance est venue un petit peu plus tard et s'est beaucoup basée sur la cohorte Gazelle en incluant un peu plus de 210 000 participants âgés de 18 à 69 ans à l'inclusion parmi les bénéficiaires de l'assurance maladie. Et donc le tout totalise plus de 230 000 volontaires pour lesquels on a des données de santé assez précises par différents moyens, de l'autodéclaration,
des mesures dans les centres d'examen et de santé partenaires de Constance en tout cas, des données assez intéressantes de performance cognitive parmi les plus de 45 ans, sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard, et surtout un appariement aux bases de données médico-administratives comme le Système national des données de santé. Alors, j'ai parlé de l'âge des participants de Constance et Gazelle, à savoir que dans Constance, on a un sexe ratio équilibré d'à peu près 50-50 hommes et femmes. On a des données sociodémographiques avec des déclarations sur les revenus, sur le niveau d'éducation, des données individuelles de comportement de santé, par exemple la consommation de tabac, d'alcool, l'activité physique et un petit peu d'alimentation. Et également, les deux cohortes ont fait de gros efforts sur la santé de travail avec tout un calendrier professionnel depuis le premier emploi, ainsi que des expositions professionnelles, soit déclarées, soit issues de bases de données dédiées. En termes de ruralité et de caractère urbain ou rural des participants, on est sur 80% d'urbains, mais quand même malgré tout 20% de participants ruraux qui nous permettent de ne pas oublier ce milieu avec parfois ces pollutions un petit peu spécifiques. Toutes ces données nous permettent de très bien caractériser les participants et de faire des analyses statistiques de bonne qualité. Alors, on parle de santé environnementale ici, donc le nerf de la guerre, ça reste les adresses. On a pu collecter, je parle ici de Constance, mais c'est un petit peu pareil pour Gazelle, on a les adresses résidentielles de tous les participants depuis l'inclusion. Donc vous pouvez voir ici que les participants sont répartis en fonction des centres d'examen et de santé de l'assurance maladie qui sont partenaires de Constance, c'est pour ça qu'ils ne sont pas sur toute la France. Et on a des mises à jour à chaque déménagement, ce qui nous permet de savoir qu'environ un quart des participants a déménagé au moins une fois depuis l'inclusion. Bien évidemment, les volontaires avaient une vie avant leur inclusion dans Constance et donc n'avaient pas forcément habité à leur résidence d'invitation. Donc pour 80 600 participants d'entre eux, on a recueilli leur adresse résidentielle vie entière jusqu'à la naissance idéalement. Donc, avec quelles données d'environnement on peut apparier ces adresses? Bien évidemment, avec des données de qualité de l'air extérieur, un certain nombre de particules, de gaz et des composants des particules. J'en profite pour faire un petit peu de pub pour Constance et Gazelle, qui ne recueillent pas que des données d'exposition à la pollution de l'air, mais sur tout un tas d'autres environnements, la qualité de l'air intérieur, les espaces verts, les rayonnements ionisants, la qualité de l'eau, etc. Donc, actuellement, on s'intéresse énormément dans la cohorte, mais également, surtout aujourd'hui, à la qualité de l'air extérieur, qu'on a pu mettre en relation avec un certain nombre de problématiques de santé, sur lesquelles je vais faire un focus aujourd'hui. Donc, il y a la santé respiratoire, les performances cognitives et également le cancer, que je vais détailler surtout dans la cohorte Gazelle. Alors, en termes de santé respiratoire, on s'est focalisé sur deux pathologies distinctes, la rhinite et l'asthme, qui ont fait l'objet de belles publications dans Thorax et d'Environnement International, l'un pour la rhinite et l'autre sur l'asthme. On s'est basé pour la pollution sur des cartes de données d'un modèle européen qui s'appelle ELAPS, et je vous montre ici la carte de l'exposition au carbone suie qui a été établie en 2010. Alors vous allez me dire, mais on ne voit rien sur ta carte, elle est toute bleue. C'est normal, c'est parce que le carbone suie étant essentiellement dû au trafic, on le voit surtout sur les axes routiers et les grandes villes, et donc à l'échelle de la carte, ça ne se voit pas bien, mais on a des beaux contrastes d'exposition entre les participants. Pour la rhinite et l'asthme, on a utilisé des données de questionnaire et donc de l'autodéclaration des volontaires. Ce qu'on a pu montrer pour tous les polluants de l'air investigués, c'est-à-dire les particules fines, le dioxyde d'azote et le carbone suie, ce sont des associations délétères. C'est-à-dire que quel que soit, on trouve, quand on compare les plus exposés et les moins exposés, on trouve un surrisque qui, dans le cas à la fois de la rhinite, en termes de prévalence de rhinite et de prévalence d'asthme, on a un surrisque d'environ 14%. 13 et 14% avec le carbone suie. On trouve la même chose avec les particules fines. Et pour le carbone suie, on a regardé ce qui se passait un petit peu en maintenant les particules à un niveau constant statistiquement. Donc on a essayé d'extraire, de découpler les relations entre carbone suie et particules fines. Et au niveau de la rhinite, quelque chose d'intéressant, c'est que cette association délétère, on la retrouve quel que soit le sexe et également le statut tabagique. Ça fait un petit peu écho à ce que le professeur Barocchi nous expliquait sur éventuellement les associations différentes en fonction d'autres composantes de l'exposome.
Au niveau de l'asthme, on a trouvé une association similaire, qu'il s'agisse de prévalence d'asthme globalement, mais également en termes de gravité de l'asthme au moyen d'un score. Et donc qu'il s'agisse du score global ou des composantes de ce score, par exemple les sifflements lorsqu'on respire, et on trouvait des associations délétères. Au niveau des fonctions cognitives, alors Constance est un laboratoire de recherche assez intéressant concernant les performances cognitives qui sont donc estimées par un ensemble de questionnaires à partir de 45 ans, ce qui est relativement jeune par rapport à la littérature où les autres cohortes commencent à s'y intéresser à partir de 60 ans. Donc là, on a vraiment fait cet effort dans Constance pour essayer vraiment de regarder les facteurs de risque le plus tôt possible dans la vie. Et donc, dans cet article publié dans le Lancet Planetary Health, on a donc utilisé les résultats d'une batterie de tests cognitifs, donc qui visait à regarder tout simplement le fonctionnement cognitif global, mais également la mémoire épisodique, les fluences verbales et les fonctions exécutives. On a utilisé les mêmes cartes que celles que je vous ai montrées précédemment pour le carbone suie, mais également pour les particules fines. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que quand on compare les plus éléments exposés, eh bien, on trouve des tout petits risques, certes, entre 1 et 5% de différence, mais il s'agit d'une population assez jeune, de moins de 45 ans, et quels que soient les polluants étudiés, mais surtout, ce qui ressortait, c'était que les fonctions exécutives avaient l'air d'être le plus affectées. Or, ce sont les premières affectées en cas de vieillissement cérébral. Enfin, je vais finir sur le risque de cancer dans la cohorte Gazelle cette fois-ci. Donc on s'est focalisé sur les cancers un petit peu tous sites confondus, mais également le cancer du poumon, en vue du risque de cancer de poumon établi par le CIRC depuis 2012. Et donc je tenais à vous montrer cette diapositive parce que vous voyez c'est à votre gauche. Sur votre gauche, la série temporelle d'exposition au carbone suie dans la cohorte Gazelle. Donc, les participants étaient dispersés un petit peu dans toute la France. Et donc, vous pouvez voir une exposition, malgré tout, qui décroît entre 90 et 2015 d'environ 50% pour ce polluant qui a été estimé en absorbance des particules. C'est pour ça que l'unité est un petit peu plus exotique que pour les particules fines. Ce qu'on a pu montrer, c'était des relations délétères et surtout non linéaires entre l'exposition à ce très long terme, donc on parle de plus d'une vingtaine d'années, avec environ un surrisque de 30% d'incidence de cancer du poumon avec le carbone suie. Et ce résultat, on le retrouvait également en prenant en compte, statistiquement, je ne vais pas expliquer comment, mais les particules fines. Enfin, je tenais aussi à montrer un autre exemple et saluer le travail de la Fédération ATMO et de toutes les ASCA de France qui ont permis d'établir un certain nombre de modélisations atmosphériques. Il s'agit ici du modèle Gazelle-R qui a été construit pour les années entre 1989 et 2016. Et ce qu'on a souhaité faire, c'était regarder si on obtenait des estimations de risques différentes en utilisant ce modèle Gazelle-R qui avait été développé ou en utilisant le modèle ELAPS que j'ai présenté tout à l'heure pour le black carbon. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'on retrouvait des associations délétères avec l'incidence de cancer. Par exemple, on trouvait un surrisque de 10% pour tous les cancers mélangés. Mais surtout, le plus important, c'est qu'on a retrouvé cette estimation de risque un peu similaire en utilisant deux modèles d'exposition, Gazelle-R d'un côté et ELAPS de l'autre, preuve de la qualité des données à la fois des ASCA et de leur capacité de modélisation sur tout le territoire. Je suis allée un petit peu vite. Mais ce n'est pas grave, je vais conclure sur le bilan pour ces trois outcomes de santé, donc respiratoire, cognitif et cancer. Ce qu'on a pu faire, c'est caractériser des expositions à la pollution de l'air à vraiment très long terme. Comme vous voyez, pour Gazelle, on avait un recul d'une trentaine d'années à présent. Et on est en train de le faire pour Constance. On a pu quantifier des risques sanitaires pour ces outcomes de santé de manière assez originale pour les fonctions cognitives. Et maintenant, le but, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a d'autres expositions, à commencer par une autre échelle temporelle pour la qualité de l'air extérieur, car on peut maintenant commencer à développer des projets visant à regarder les associations avec l'exposition à très court terme à la pollution de l'air.
Et le but, c'est aussi d'intégrer toutes les dimensions de l'exposition sous un format un petit peu plus exposome, pour faire encore une fois écho au professeur Barouki, en mutualisant toutes les expositions recueillies au sein de Constance et en mettant tout ça ensemble. Et je tenais à conclure en vous remerciant pour votre attention, en remerciant encore une fois tous les volontaires des 2 cohortes, sachant qu'il y en a dans les 2 cohortes, donc on peut vraiment les féliciter pour l'effort, les centres d'examen et de santé de l'assurance maladie partenaire de Constance, ainsi que tous les noms que j'ai mis et que je ne vais pas citer, mais qui sont tous nos collaborateurs qui nous permettent de faire une recherche de grande qualité dans les cohortes. Merci beaucoup. Merci Emeline Lecky. Vous avez à plusieurs fois mentionné les risques entre cancer, enfin pollution de l'air et cancer. Nous allons approfondir cette question avec Béatrice Ferver, qui est chef du département prévention cancer environnement à l'Institut Léon Bérard de Lyon. Bonjour à tous. Donc, je vais poursuivre et approfondir cette question sur le cancer et la pollution atmosphérique. Et merci aux organisateurs de m'avoir invité et donné la possibilité de présenter ces travaux que je vais utiliser pour illustrer la complexité aussi méthodologique quand on s'intéresse à la question de l'exposition à la pollution de l'air et les maladies, et notamment le cancer. Et bravo pour ce colloque très, très pertinent d'interaction des scientifiques aussi avec les décideurs et acteurs des politiques publiques. Alors, je vais vous donc parler de cancer et pollution atmosphérique. Ce n'est pas un sujet nouveau. On voit les premières publications apparaissent à la fin des années 40, début des années 50 sur Internet, en soulevant la question est-ce qu'il n'y a pas un lien entre pollution de l'air et cancer. Et cette autre publication qui, en 1956 ou 7, montre effectivement que le risque de cancer du poumon est modulé par la résidence en ville versus rural et le niveau tabagique. Donc on a déjà les premières billes là-dessus et l'accumulation de l'ensemble des données en conduit en 2013. Le CIRC a classé la pollution de l'air en tant que mélange comme cancérogène certain, avec un lien causal pour le cancer du poumon et des preuves limitées. Quand le CIRC met preuves limitées, ça veut dire qu'on ne peut pas complètement exclure les biais, mais il y a quand même une forte suspicion qu'il y a un lien causal. Avec le cancer de la vessie, il a également classé les particules fines, et vous voyez ici qu'il y a un certain nombre d'autres composantes de la pollution de l'air qui, auparavant ou depuis, ont été classées cancérogènes certains, les gaz d'échappement des moteurs diesel, les dioxines, les PCB, les HAP, le benzène, le cadmium, des composés de nickel, le formaldéhyde, et puis plus récemment aussi les perfluorés qu'on peut également trouver dans l'air. Et vous voyez ici, certainement pollution de l'air, c'est l'inhalation, c'est principalement le cancer du poumon, mais on voit aussi qu'il y a un certain nombre d'autres cancers, pas sur les voies respiratoires, qui sont concernés. Et je rappelle aussi que le classement de ces cancérogènes repose sur un trépied que sont les études épidémiologiques en population, les études expérimentales chez l'animal et la bonne compréhension, les mécanismes d'action de ces substances au niveau cellulaire. Et on distingue aujourd'hui 10 grands groupes de mécanismes qui peuvent conduire au cancer. Et il y a beaucoup de polluants qui activent plus qu'un seul mécanisme. Il y a effectivement un certain nombre qui sont mutagènes, mais pas que. On a des polluants qui ne sont pas mutagènes, et la pollution de l'air, les particules en font partie. Et il y en a d'autres qui activent un grand nombre de mécanismes, comme les PCB ou le benzène, qui activent 7 ou 8 des 10 mécanismes d'action qui sont connus pour développer un cancer.
on a les effets sur les récepteurs, on a évidemment les effets mutagènes, on a l'altération de la capacité des cellules à réparer les dommages à l'ADN, on a la modulation ou l'altération de la réponse immunitaire, on a le stress oxydant, et c'est tous des mécanismes très différents, mais qui peuvent aussi s'activer en cascade, et le PCB et le benzoapyrène sont des bons exemples. Alors, le CIRC a donc classé la pollution de l'air et les particules en particulier comme cancérogènes certains. Et ici, vous voyez un autre enjeu de ces classements et des recherches sur cancer et pollution de l'air, que globalement, individuellement, ce n'est pas des risques monstrueux. On a ici, le CIRC, il a fait une méta-analyse de 14 études incluant ensemble plus de 5 millions de sujets pour mettre en évidence un risque significatif avec une augmentation du 10% du risque de cancer bronchopulmonaire. Mais comme un grand nombre de sujets sont exposés, sur le plan sanitaire, ça fait un nombre non négligeable. Et vous voyez que depuis d'autres méta-analyses ont analysé, je ne sais pas s'il y a un pointeur là, ont analysé les études disponibles. Ce qu'on peut voir, c'est avec le nombre d'études qui augmente, le risque relatif qui est mis en évidence dans les méta-analyses augmente légèrement, probablement par une amélioration aussi méthodologique des études réalisées plus récemment. Et vous voyez ici aussi dans la partie basse du slide qu'il y a un risque différentiel avec un risque plus augmenté chez les fumeurs. Une étude récente met en évidence également l'interaction entre les particules, le mode de vie et les susceptibilités génétiques. Et on voit ici que, contrairement à la slide précédente, où on est à une augmentation entre 10 et 20, voire 30% du risque de cancer bronchopulmonaire, lorsque vous accumulez les facteurs défavorables, c'est-à-dire un score de mode de vie faible qui accumule tabagisme, alcool, manque d'activité physique et obésité, plus les susceptibilités génétiques, face à une plus forte exposition à la pollution de l'air, vous pouvez avoir des risques qui avoisinent plutôt le risque relatif de 4 voilà, autour de 4, ce qui veut dire que le risque il est multiplié fois 4 et pas une augmentation de 20%. Alors, le CIRC, dans son travail pour la France, a conclu que 0,4% des cancers étaient attribuables à la pollution de l'air. Ce chiffre repose sur le seul cancer bronchopulmonaire et les PM. Et il y a 3,6% des cancers du poumon qui sont attribuables à l'exposition au PM, qui ne prend pas en compte les autres expositions, puisqu'à l'époque, les données étaient très limitées pour pouvoir les intégrer. On a, au niveau de l'Agence de l'Europe, qui ont estimé que c'est 7% des cancers du poumon attribuables à la pollution de l'air. En Canada, il y a des chiffres similaires. Et quand on regarde ces données, où on dit aujourd'hui 40% des cancers sont attribuables aux facteurs de risque établis potentiellement accessibles à la prévention, 10% sur les facteurs génétiques, il reste 50%. Il y a certainement l'âge, le facteur hasard qui joue et le facteur pas de chance qui joue un rôle, mais qui nous dit aussi il y a encore de la recherche, il y a encore des facteurs à identifier. Et nous, on s'est principalement intéressé à cette question-là, notamment dans le cancer du sein, pour regarder cancer du sein et pollution de l'air, en nous intéressant plus particulièrement aux enjeux méthodologiques posés par ces études sur la pollution de l'air et le risque de cancer, qui sont qu'on a des polluants multiples qui sont variables au cours du temps dans l'espace. On a vu que globalement, les polluants baissent avec le temps, mais c'est aussi les expositions anciennes qui comptent. On a un grand nombre de polluants qui présentent souvent une grande multicolinéarité, c'est-à-dire qu'ils sont augmentés aux mêmes endroits. Que les sujets dans les cohortes, et Evelyne Leckie l'a très bien montré, ne restent pas tout le temps au même endroit, ils bougent, donc on déménage,
on ne vit pas toute la journée à la maison, on va au travail, on a des expositions durant les déplacements. On a des expositions faibles globalement, mais c'est des expositions chroniques dans une approche justement exposome. C'est aussi l'accumulation de ces expositions qui compte. Et quand on dit faible exposition, potentiellement faible risque, ça donne un enjeu majeur à ces études, puisqu'il faut un grand nombre de sujets pour pouvoir mettre en évidence des risques significatifs. On doit prendre en compte aussi la nature de ces polluants, et notamment les particules fines qui ne restent pas limitées sur les poumons, mais qui, de plus qu'elles sont fines, de plus qu'elles arrivent à passer la barrière air-sang et peuvent donc intéresser d'autres organes. Et comme on a vu tout à l'heure pour le poumon, les interactions avec d'autres facteurs de risque. Donc on a travaillé depuis 2013 sur un certain nombre d'études qui s'intéressaient à la question de la pollution de l'air et le risque de cancer du sein, et je vais vous en parler pour 2 études en particulier. L'étude de Xener qui s'est intéressée à l'exposition chronique à 8 polluants de l'air, et l'étude EMAPS où on s'est intéressé à la question de l'interaction entre ces polluants multiples. Et donc nos travaux, on les a réalisés principalement dans la cohorte nationale E3N. C'est une cohorte de 100 000 femmes affiliées à la MGEN, donc de l'enseignement, et qui sont suivies depuis 1990 avec des questionnaires réguliers sur leur mode de vie. Et comme on a vu tout à l'heure, donc on a accès aux adresses résidentielles pour pouvoir estimer, modéliser les expositions à la pollution de l'air. Et on a travaillé donc sur une étude cas témoins de 5222 cas de cancer du sein et des témoins indemnes de cancer. Et donc, on s'est appuyé donc sur les adresses résidentielles depuis 1990 de ces femmes et 3 modèles complémentaires de modélisation de ces 8 polluants de l'air qui sont les dioxydes d'azote, les PM2,5 et les PM10, le cadmium, les dioxines, le benzoapyrène et le PCB. Et on a pour quasi la totalité des polluants au moins 2 modèles pour pouvoir comparer aussi la cohérence de nos résultats. Ce que vous voyez à droite, c'est l'exposition moyenne au cours du temps entre 1990 et 2011, la période sur laquelle on a estimé les expositions. Dans cette cohorte E3N, c'est la courbe rouge. Et on voit, pour la plupart des polluants, c'est un petit peu plus exposé qu'au niveau territorial moyenne en France, puisque c'est une population très urbaine. Mais on voit que c'est la décroissance et d'observer, et c'est parallèle à la décroissance au niveau national, donc une population tout à fait représentative. On observe sur les 8 polluants analysés individuellement une association significative pour 3 polluants, pour le benzoapyrène, les PCB et les NO2, avec des magnitudes de risque très comparables à ce qui est observé pour le cancer bronchopulmonaire, et puis pour les PM2,5 et les PM10, dans cette population dans l'ensemble, l'augmentation du risque est à la limite de la significativité, avec cependant pour les formes de carcinome lobulaire et canalaire infiltrant, les formes les plus fréquentes, une augmentation significative du risque, et dans une sous-population également une association significative avec des particules pour lorsqu'on prend en compte l'exposition aussi sur le lieu de travail. Alors on s'est intéressé pour le NO2 à la question de la fraction attribuable des cancers du sein à cette exposition NO2. Donc il y avait une augmentation de 10% du risque associé à l'exposition dans cette population au NO2, avec un risque un petit peu plus fort pour les femmes ménopausées et pour les cancers récepteurs positifs. Vous voyez en bas à gauche que la grande partie, donc jusqu'à la 3e
percentile, troisième quartile, les femmes étaient inférieures à la limite de l'OMS et les limites en vigueur à l'Europe. Par contre, lorsqu'on s'intéresse aux limites de l'OMS de 2021, toute la population est autour des 20 ans, au cours des 20 ans, toujours au-dessus de ces valeurs limites. Quand on pose la question de la fraction attribuable, si on applique les valeurs de l'OMS de 40 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle, on a 21% de la population qui est au-dessus de ce seuil. Et donc, on a estimé que 1% des cancers dans la population de la cohorte E3N étaient attribuables au dioxyde d'azote. Si on applique le seuil de l'OMS, qui est donc de 10 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle, on a près de 9% des cancers du sein dans la cohorte E3N attribuables à l'exposition au NO2. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais comme la question était posée ce matin, sur le coût, on a estimé le coût national pour ces deux fourchettes. Et donc, pour la fourchette se basant sur le seuil de l'OMS de 2021, on est sur un coût pour la société sur le cancer du sein de 2,6 milliards d'euros. Et on est à 280 millions d'euros annuels si on applique le seuil actuel de l'Europe ou le seuil passé de l'OMS de 40 microgrammes par mètre cube. On s'est ensuite intéressé, et je vois le temps qui tourne, à la question, et les femmes ne sont pas exposées à un seul des 8 polluants. Beaucoup de ces 8 polluants présentent une grande collinéarité et on a appliqué plusieurs modèles qui permettent de prendre en compte l'effet combiné de ces polluants. Et donc, ici, les analyses avec l'approche régression sur profil d'exposition ou Bayesian Profile Regression qui permet de classer en clusters les femmes en fonction de leur profil d'exposition et aussi du risque de cancer. On arrive avec 21 clusters en stabilisant ce modèle-là, dont 3 présentent un risque augmenté de cancer du sein, avec cette fois-ci une augmentation de risque non pas autour de 10-15%, mais plutôt autour de 40, 50, 60% d'augmentation du risque, donc potentiellement un effet synergique. Et quand on regarde où habitent ces femmes dans ces différents clusters, on a à gauche le cluster de référence, c'est là où c'est rouge, c'est là où il y avait le plus faible taux de polluants. Au milieu, c'est les 3 clusters qui sont le plus à risque, et en fait, ils sont concentrés sur les villes de Lyon et Paris, les femmes qui sont dans ces clusters. Et pour les 17 autres clusters, où il y avait des augmentations de risque, mais non significatives, puisque quand on a 10 000 femmes, quand on les met dans 21 clusters, ça peut être non significatif. Il se trouve un petit peu partout en France. Donc la prochaine étape, on est en train de le faire. On prend en compte 13 composés en tenant compte du fait que la composition des particules change non pas dans le temps, mais aussi dans l'espace. Vous voyez ici différents profils pour les poussières, pour le black carbon en France, de la composition des particules, et donc d'analyser ces profils en tenant compte non pas de 8 polluants, mais de 13 polluants, donc c'est en cours. Pour finir, un petit regard sur les mécanismes. Alors, il y a une publication récente qui s'intéresse à l'effet de la pollution de l'air dans le cancer du poumon, en montrant que les particules fines n'ont pas d'effet génotoxique, mais ont un effet promoteur modulé par un effet inflammatoire. Et comme à un certain âge, on a tous, qu'on fume ou pas, un certain nombre de mutations acquises dans nos poumons, les fumeurs un peu plus que les non-fumeurs, qui fait que l'exposition à la pollution de l'air peut avoir un effet trigger, un effet promoteur, comme on dit, sur ces mutations
préexistantes et donc favoriser le développement de tumeurs. Cette revue La littérature s'est intéressée à, c'est ma dernière slide, je conclus, s'est intéressée à la question comment les particules fines vont interagir avec ce qui sont les caractéristiques distinctives des cancers ou pour les scientifiques les hallmarks of cancer, donc ces caractéristiques typiques des cancers, et ont rapporté que, outre de l'effet inflammatoire, les particules et d'autres substances peuvent avoir un effet sur la capacité des tumeurs à former des métastases. Et Robert Barocchi et son équipe ont réalisé des travaux excellents sur ce sujet, montrant justement l'interaction des polluants, de certains polluants, avec la capacité à former des métastases ou à être plus agressifs des cancers du sein, à conférer la capacité des particules à conférer aux cellules une résistance à la mort cellulaire programmée, ou encore à les faciliter à acquérir la capacité à se répliquer infiniment. Et donc, l'importance de prendre en compte, donc nous on a pris en compte 20 ans, plus de 20 ans dans nos analyses, mais ce n'est pas une vie entière. Et donc, la prochaine étape, c'est de prendre en compte vie entière de ces expositions. Et on voit aujourd'hui quelques publications apparaître dans la littérature qui montrent que des expositions pendant l'enfance, des expositions in utero, pendant la puberté ou avant la première grossesse pourraient avoir des effets plus importants sur le développement du risque de cancer du sein. Et donc, on a, je crois que Franceline, tu en parleras peut-être demain, sur le Distilben, qui est un exemple de perturbateur endocrinien et qui montre la capacité à favoriser, à augmenter le risque de cancer du sein 50 ans plus tard, après cette exposition, mais également la fenêtre très courte de la transition ménopausique, où on sait que le traitement hormonal de la ménopause peut, après plus de 5 ans de prise pour certains traitements, augmenter le risque de cancer du sein. Et on a trouvé aussi dans certaines de nos études que l'exposition pendant la transition ménopausique pourrait augmenter le risque de cancer du sein chez ces femmes. Donc, pour conclure, Xener, que j'ai utilisé comme un exemple, est une étude unique par le nombre de polluants étudiés, le nombre de sujets et la façon d'analyser et de répondre à ces différents enjeux. Et je pense que ça peut être un exemple aussi pour l'investigation d'autres pathologies cancéreuses ou autres dans la littérature. Comme Robert avait montré, il y a des données sur le cancer du foie, les cancers colorectaux, du pancréas, de l'œsophage et les tumeurs cérébrales. Il y a moins de publications, mais il y en a également qui montrent une association avec la pollution de l'air. Nous, on a trouvé des associations positives et notamment des interactions possibles entre les polluants lorsqu'on les analyse ensemble. Je pense que cette fraction attribuable de cancer du sein au NO2 au seuil de l'OMS 2021 est un signal supplémentaire d'agir et de faire ce transfert de connaissances. Et le résumé de la littérature, je crois que c'est vous qui parlez ce matin de evidence-based policy making. Je pense que c'est particulièrement important et ne pas à quel moment on met le curseur et on dit oui, là on a montré qu'il y a un effet evidence-based. Et puis pour finir, voilà Je crois que nous avons fini, Madame Ferver. Ouais. Là, vous avez pris beaucoup de temps. J'ai pris beaucoup de temps. Ok, je termine. Je remercie. Voilà. Alors, nous allons changer radicalement de sujet, quoique, avec Tariq Benarmia, je vais y arriver, pardonnez-moi, qui est probablement l'un des seuls épidémiologistes de l'Institut Scripps,
qui est un institut connu pour ses travaux sur l'océanographie et le climat, mais pas forcément sur la santé environnementale. Vous avez beaucoup travaillé sur les relations entre les vagues de chaleur et leurs effets sanitaires. Vous allez nous proposer, si le slide veut bien apparaître. Allô, la régie. Encore. Merci. Ok. The floor is yours. Ok, merci beaucoup. Et merci aux organisateurs pour l'invitation et merci pour cette double journée sur ces thématiques. Pourtant, donc, je vais faire la présentation en français, étant français moi-même, dans Montpellierin. Donc, le chrono n'a pas commencé juste au cas où. On peut déclencher le chrono aussi. Comme ça, c'est Tant pas qu'à ma faute. faire. Sinon, je le ferai. Voilà. Ouais. Très bien, alors, je vais faire ça, très bien. Donc aujourd'hui, alors, je voulais vous présenter juste un cas d'étude qui a été conduit en France autour de comment on peut un petit peu conceptualiser les liens entre changement climatique, que j'utilise au pluriel, et impact sur la santé. Donc, je vais parler d'une étude qu'on a faite pour essayer de décomposer comment, lorsqu'il y a une vague de chaleur, lorsqu'il y a une canicule, quelle que soit la manière dont on le définit, comment ça peut justement générer des niveaux élevés d'ozone. Et je vais parler un petit peu plus des mécanismes liés à l'ozone troposphérique et comment en fait on peut décomposer les mécanismes qui vont lier à la surmortalité. Vous pourriez parler un tout petit peu plus fort. Oui, bien sûr, je vais me rapprocher du micro, je n'ai pas une voix très forte. Est-ce que c'est mieux comme ça? D'accord. Donc d'abord, juste pour proposer un espèce de cadre conceptuel autour des liens entre changement climatique et santé des populations, c'est de voir les changements climatiques comme un contexte qui va agir via 3 mécanismes principaux. Le premier, c'est comme un exacerbateur des problématiques qui sont d'ores et déjà existantes, qui seraient existantes même en l'absence de changement climatique d'origine anthropique. On peut penser à la chaleur, on peut penser notamment à l'ozone, et je vais en parler, je vais prendre ça comme cas d'étude, et justement sur ces aspects un petit peu synergétiques et décomposer un petit peu leurs mécanismes. On peut aussi penser au changement climatique comme amenant de nouveaux enjeux, de nouveaux challenges, comme par exemple, si on pense au sud de la France, notamment dans les dernières années, sur l'apparition de certains vecteurs, comme les Aedes aegypti, qu'on appelle moustiques tigres, qui vont transmettre certaines maladies vectorielles, certains virus qui sont problématiques. Donc c'est vraiment dû à des changements de régime de précipitation, des changements de conditions de température qui vont amener justement à la survie des vecteurs et aussi des virus. Donc c'est une deuxième manière dont on peut voir le lien entre changement climatique et santé de population. Et enfin, un dernier lien, c'est vraiment de voir les changements climatiques comme une opportunité vis-à-vis des co-bénéfices qui ont été discutés un petit peu aussi tout à l'heure et ce matin, vis-à-vis des actions de mitigation, de réduction des émissions et de concentration des gaz à effet de serre d'origine anthropique, qui ont énormément de co-bénéfices sanitaires. On peut penser par exemple à la nutrition, à tous les co-bénéfices sanitaires qu'on va avoir à réduire, par exemple, la consommation de viande rouge, mais aussi, et c'est le cas principalement aujourd'hui et demain, sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre en lien avec le trafic, par exemple, il va y avoir énormément de co-bénéfices dont on va parler. Non, c'est juste une manière un petit peu conceptuelle de lier. Quand on parle des liens entre changement climatique et santé, c'est vraiment autour de ces 3 axes qu'on va s'y intéresser. Donc aujourd'hui, je vais particulièrement parler des liens entre changement climatique qui va exacerber les caractéristiques, les conditions des vagues de chaleur et comment, dans le contexte de température élevée, il y a une génération d'ozone troposphérique qui est lui-même dangereux. Comment on peut décomposer un petit peu ces mécanismes pour ensuite faire des recommandations vis-à-vis des politiques de santé. Ensuite, alors, juste de manière très générale, mais si vous avez des questions sur les mécanismes, je serai extrêmement content d'y répondre. Les liens entre chaleur extrême et ozone, donc déjà sur la chaleur, et de très loin le déterminant environnemental qui est associé au fardeau le plus important, notamment dans le contexte du changement climatique, c'est, de mon point de vue, un déterminant environnemental qui est sous-estimé, pour lequel le fardeau est complètement sous-estimé, mais il y a des dizaines de milliers de décès qui arrivent en Europe chaque année en lien avec les températures extrêmes. Et par exemple, aux États-Unis, on estime que chaque année, il y a à peu près 25 000 décès qui sont attribués directement à des températures élevées, ce qui est particulièrement énorme. Et il y a énormément de mécanismes, comme on dit en anglais, c'est vraiment des mécanismes qui sont sneaky, qui vont être très sournois, par lesquels la température va amener à des complications sanitaires et à une mortalité prématurée. Et il y a énormément d'organes qui sont affectés, notamment le système respiratoire et le système cardiovasculaire, en lien avec ça. En parallèle, donc l'ozone troposphérique, en opposition à l'ozone stratosphérique, qui est donc un gaz et qu'on considère comme un polluant secondaire, et je reviendrai un petit peu plus tard pourquoi, et a un fort potentiel oxydant et un effet irritant assez fort sur le système respiratoire.
Et du coup, dans ce contexte, il y a énormément d'études qui ont mis en évidence une augmentation du risque de mortalité, notamment cardiovasculaire, lorsqu'il y a une augmentation des niveaux d'ozone dans un contexte géographique donné. Donc il y a vraiment ces deux déterminants environnementaux qui vont être exacerbés dans le contexte changement climatique. Et du coup, l'idée de cette étude qu'on a menée en France, c'est d'essayer de décomposer et de comprendre un petit peu mieux les liens entre ces deux déterminants. Donc il y a eu beaucoup de littérature autour des liens et des effets synergistiques entre la chaleur et les niveaux d'ozone. Il y a cette revue systématique, par exemple, qui est sortie il y a quelques années, montrant que voilà, il y a une bonne documentation sur ces effets synergistiques, c'est-à-dire que l'effet de la chaleur plus l'effet de l'ozone n'est pas égal à la somme des deux. Il y a un effet un petit peu plus que ça. On vient de mettre en évidence la semaine dernière que c'était le cas vis-à-vis des niveaux de chaleur avec les niveaux de fumée, des particules en lien avec les fumées des feux de végétation, des feux de forêt. Donc il y a beaucoup de littérature. Il y a aussi, par exemple, si on regarde sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais c'est la Californie, et on voit justement la variation spatiale dans ces effets synergistiques. On a pu mettre en évidence que justement ces effets un petit peu synergistiques, ils vont être expliqués par énormément d'autres déterminants environnementaux, ou dans un contexte qui a été présenté précédemment, on peut l'expliquer par un concept d'exposome, sur des caractéristiques sociales et environnementales. On voit qu'il y a une hétérogénéité très très fine et beaucoup de variabilité, même entre zip codes, entre codes postaux. Mais en réalité, plutôt que regarder uniquement le lien entre température extrême et ozone troposphérique comme des effets synergistiques, il faut réfléchir aux mécanismes par lesquels l'ozone est généré. Et en fait, en réalité, l'ozone est plutôt un médiateur, c'est-à-dire qu'il va être un intermédiaire entre les niveaux de température extrême et des impacts sanitaires, notamment sur la mortalité prématurée. Et il y a énormément, parce que les mécanismes, c'est l'ozone est un gaz et un polluant secondaire qui va être généré notamment qu'il y a beaucoup de rayons UV, quand il y a des températures chaudes, un certain niveau d'humidité, et des précurseurs, notamment NOx, NO2. Donc là, si on parle justement des précurseurs, ce qui est une question compliquée, j'ai une figure à la fin pour présenter à quel point ça peut être compliqué, justement, la question des précurseurs d'ozone. L'idée, c'est vraiment de voir que l'ozone ne va se générer que dans certaines conditions qui incluent des températures chaudes et la présence de précurseurs. Mais du coup, cette décomposition, c'est de voir un petit peu comment l'ozone, dans ce contexte-là, agit comme un mécanisme. Parmi tous les mécanismes par lesquels la chaleur va augmenter la mortalité, n'a pas été documenté, en tout cas, jusqu'à présent. Donc c'est la raison pour laquelle on a voulu monter cette étude et la mener donc en France pour la première fois. Et là, on est en train de répliquer ces analyses-là sur 300 villes sud-américaines pour essayer de voir, parce qu'il y a énormément de variabilité, d'hétérogénéité géographique et urbaine. Mais c'est la première fois qu'on voulait décomposer un petit peu l'effet total des vagues de chaleur, en considérant plusieurs définitions de vagues de chaleur, notamment celle utilisée par Météo France pour les systèmes d'alerte, sur la mortalité en deux mécanismes. Le mécanisme qui passe directement, via des températures extrêmes, et un mécanisme indirect, via le fait que la chaleur va augmenter des niveaux d'ozone qui, elles-mêmes, vont augmenter les niveaux de mortalité. Et on a fait ça pour 15 villes en France métropolitaine. Donc très rapidement, sur juste les outils et les méthodes, mais encore une fois, j'ai mis les liens et les sources, donc vous pourrez retrouver l'article. Et tous les détails, si ça vous intéresse, moi, c'est vraiment focalisé sur 15 agglomérations françaises, en utilisant les données depuis 2000 jusqu'à 2015, en utilisant les données du CPDC sur la mortalité générale sur plusieurs causes, mais là, je vais vous présenter surtout sur les mortalités respiratoires, et plusieurs indicateurs environnementaux, notamment grâce aux données collectées par les ASCAM. Ensuite, en termes de méthodologie, on a réalisé ce qu'on appelle une analyse de médiation avec un cadre conceptuel d'inférence causale qui est très précis et qui me prendrait plus que quelques minutes pour expliquer, mais l'idée c'est vraiment de décomposer cet effet tout en faisant gaffe justement au lien entre ces variables. Et suite à cette analyse, on a pu calculer ce qu'on appelle la proportion médiée, c'est-à-dire sur l'effet total, quelle proportion est due au mécanisme indirect via l'ozone, et c'est ce que je vais vous présenter. On a aussi mis à disposition, si ça vous intéresse, toute la syntaxe et tous les codes, si vous voulez reproduire ces données-là, ou ces résultats-là. Donc ça, c'est les résultats principaux. Donc on peut voir sur votre gauche, du coup, l'effet total, donc on voit toutes les villes. On ne voit pas très bien. Mais on a classé les villes juste par type de climat. Et on peut voir justement l'effet total des vagues de chaleur sur la surmortalité, notamment respiratoire. Et ensuite, on peut décomposer ça en tant qu'effet direct ou effet indirect. Sur le tableau, sur la droite, pour le coup, on peut voir la proportion médiée, ville par ville. Donc on peut voir qu'il y a énormément de variabilité entre les villes qu'on a classées par climat. Et si on prend juste quelques exemples, par exemple, prenons au hasard Toulouse,
on voit qu'il y a 20% de l'effet, c'est-à-dire que médié. C'est-à-dire que quand il y a une vague de chaleur à Toulouse, il y a 20% de la mortalité qui est en fait due à l'augmentation des niveaux d'ozone et pas directement à la chaleur. C'est-à-dire qu'il faudrait, entre guillemets, pour optimiser la réduction de la mortalité, lorsqu'il y a ces vagues de chaleur qui surviennent, il faudrait aussi en amont agir sur les précurseurs et éviter la génération de ces niveaux d'ozone. Donc je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Et on voit aussi qu'il y a des villes pour lesquelles cet effet médié est relativement faible, comme par exemple à Bordeaux, par exemple, ou dans d'autres villes, mais on voit par exemple la ville pour laquelle l'effet médié était le plus élevé, c'était à Nantes. C'est une des questions qu'on a, c'est une des questions justement qui nous a aussi motivés à regarder ce qui se passe en Amérique du Sud pour avoir plus de variabilité, pour comprendre les déterminants de cette variabilité, de la prépondérance de l'effet de l'ozone. Parce que c'est indépendamment des niveaux d'ozone qui sont générés, c'est vraiment la proportion que l'ozone va prendre quand une vague de chaleur surgénérer ces impacts-là, et ça peut vraiment venir aussi de la composition de la population, du niveau de susceptibilité des populations, etc. Donc juste pour conclure, donc on a vraiment mis en évidence qu'il y avait cet effet médiateur de l'ozone quand il y a des vagues de chaleur qui surviennent, donc mettant en évidence la nécessité vraiment de décomposer ces mécanismes, de mieux entendre, de mieux comprendre ces aspects pour ensuite mieux guider les politiques publiques, pour pas uniquement se focaliser sur la température extrême quand il y a juste plus d'un tiers de la mortalité qui en fait n'a rien à voir avec la température en tant que telle. Ensuite, comme je disais précédemment, il y a beaucoup d'incertitudes sur les mécanismes et les raisons de cette variabilité géographique. C'est vraiment quelque chose qui nous intéresse beaucoup à comprendre. Donc on est en train d'essayer de répliquer cette étude-là sur plus d'années, sur d'autres contextes géographiques, et vraiment d'essayer de mener ces types d'études. Enfin, juste pour un petit peu côté un petit peu plus réaliste, notamment là, comme je l'ai dit, l'ozone troposphérique est un gaz secondaire qui va être généré en présence de précurseurs, mais la variabilité temporelle ou la génération temporelle et spatiale de l'ozone troposphérique est extrêmement complexe. Donc c'est pas du tout une relation linéaire entre la présence de précurseurs et la génération d'ozone. Le transport et la variabilité spatiale de l'ozone est extrêmement compliquée. Donc l'idée, c'est qu'une des exigences suite à ces travaux, ce serait d'expérimenter, quand il y a une prévision d'une vague de chaleur, d'essayer d'expérimenter la réduction des précurseurs quelques jours en amont pour essayer d'éviter justement la génération de ces niveaux d'ozone lorsque la vague de chaleur va survenir. Et c'est quelque chose qu'il faudrait expérimenter, qui à mon avis peut avoir des impacts assez forts, notamment dans les villes pour lesquelles on a pu mettre en évidence que l'effet médié était assez fort. Mais il faut être très vigilant à la complexité le mixture entre les différents précurseurs de l'ozone. Cette figure, par exemple, c'est juste pour montrer le côté tridimensionnel sur certains types de précurseurs de l'ozone, et juste de montrer que c'est vraiment tout sauf une relation linéaire. Donc il faut juste bien travailler avec les associations locales. Donc je recommande notamment de travailler avec les ASCA locales pour essayer de bien comprendre ces sources d'émissions et cette chimie des précurseurs d'ozone, et notamment en lien avec les principales sources de ces précurseurs d'ozone qui sont souvent le trafic, mais pas uniquement, pour essayer d'expérimenter justement cette limitation des émissions en termes de précurseurs en amont d'une vague de chaleur pour essayer d'optimiser justement les impacts sanitaires en lien avec les vagues de chaleur qui, encore une fois, amènent jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de décès chaque année en Europe. Par exemple, en 2022, on a estimé qu'il y avait jusqu'à 60 000 décès directement attribuables dans les pays de l'Europe occidentale. Donc, je vais conclure là-dessus. Et je suis surprenamment en avance, parce que je ne m'attendais pas. Donc, je voulais juste remercier mes co-auteurs, donc Anna, Chen, Kristen, Lara et Basile, et aussi le financeur, la dame qui a permis de financer cette étude et qui nous a aussi permis d'étudier d'autres politiques publiques qui ont été discutées ce matin, notamment les mesures contre les pics de pollution et notamment la ZFE, zone à faible émission et mobilité sur Paris. Donc, je suis 1 minute 49 en avance, donc on aura plus de temps pour les questions. Donc, merci beaucoup et encore merci pour votre invitation. Merci beaucoup, Tariq Benna. Mais ne partez pas, parce que vous allez maintenant participer à la table ronde.